Le livre de l'émir Abdel Kader, deuxième partie, chapitre 1, deuxième paragraphe. Les écritures des peuples de l'Orient et de l'Occident sont au nombre de 12. La persane, l'imarique, l'arabe, la grecque, la syriaque, l'hébraïque, la latine, la copte, la berbère, l'andalouse, l'indienne et la chinoise. On lit en note. Dans le chapitre sur l'écriture, l'auteur, faute de pouvoir puiser aux sources européennes actuelles, laisse voir l'insuffisance des moyens qui ont été à sa disposition, dit M. Reynaud, qui a apprécié avec beaucoup de convenance et de vérité le côté faible de l'émir sur les questions philologiques. Parlant de nos moyens d'étude et du résultat de nos travaux, M. Reynaud ajoute « Nos livres saints sont accessibles à tous. Mais indépendamment de ce foyer inappréciable des Lumières, nous avons pour nous guider les récits d'Hérodote, de Polybe, de Tacite et autres, qui ont composé leurs admirables ouvrages à une époque où les Arabes ne savaient ni lire ni écrire. Dira-t-on que ces écrivains ne s'accordent pas toujours entre eux, que leur récit est quelquefois incomplet, que leurs manuscrits qui les font parvenir jusqu'à nous se trouvent dans un état défectueux ? Mais nous avons pour les contrôler des témoignages irrécusables, les médailles, les inscriptions, quelquefois même les monuments élevés par les personnages qu'ils ont mis en scène et qui devaient perpétuer leur nom jusqu'à la dernière postérité. Et combien depuis 60 ans le champ des découvertes ne s'est-il pas étendu ? À peine l'Égypte venait de déchirer le voile qui nous cachait l'histoire de ces temps primitifs, que l'Assyrie, la Chaldée et la Perse sont apparus à nous sous leur aspect antique. Nous pouvons maintenant, bien mieux que nos pères, et à plus forte raison mieux que les orientaux, faire la part des principales périodes de l'histoire et assigner à peu près à chaque historien la part d'exactitude qui lui appartient. Nous pouvons nous représenter par la pensée ces merveilleuses civilisations dont nous n'avions qu'une vague idée et qui par leur âge reculé se perdaient pour ainsi dire dans la nuit des temps. L'émir apprit cette division des langues et en général les détails qu'il donne dans ce chapitre chez divers auteurs arabes dont il n'a pas eu les moyens de contrôler les opinions. Cette division en 12 langues faite par Moula Aboul Khayr, auteur du Xe siècle de l'Hégire, qui avait recopié Ibn Khallikan, a été critiquée par le savant bibliographe Haji Khalfa. Citation, « Le nombre auquel Aboul Khayr réduit les diverses langues, dit-il, n'est pas exact. Car sans parler de celles qui ont cessé d'être en usage, celles qui sont usitées aujourd'hui parmi les nations de la terre sont en nombre bien plus grand qu'il ne le dit. Quiconque aura seulement jeté les yeux sur les ouvrages des anciens qui ont écrit en grec ou en latin, et sur les livres des auteurs qui ont traité des arts et parlé des diverses sortes d'écriture et de caractères, reconnaîtra la vérité de ce que je dis ici. Ce calcul seul décèle le peu d'érudition de cet auteur. En disant que de ces 12 sortes d'écriture, 5 ont totalement disparu, il commet une autre erreur, car l'écriture grecque est fort usitée aujourd'hui parmi les hommes les plus distingués d'entre les chrétiens. Je veux dire les membres des académies ou universités célèbres qui existent en Espagne, en France, en Allemagne, pays très vastes et qui renferment un grand nombre d'États. L'écriture grecque est le fondement de toutes leurs sciences et de leurs livres. Note suivante. Quant à l'himyarique, on en a reconstitué l'alphabet. Le copte est lu, lui, comme le grec. Et le berbère, si c'est cette langue que l'émir a en vue, est étudié avec succès. Nous avons des dictionnaires de cette langue, ceux de messieurs de Laporte et Brosselard. Plusieurs orientalistes et des officiers distingués, entre autres M. Hanoto, se sont voués à l'étude du berbère et sont arrivés à des résultats. Mais De Sacy, parlant d'Aboul Khayr et des écrivains plus anciens que ces derniers, a copié et que l'émir a suivi dans sa nomenclature, dit « J'ignore absolument ce que ces écrivains ont entendu par l'écriture des Berbères. Je soupçonne que ce nom signifie les Barbarins ou les Barbaras qui habitent la partie orientale de l'Afrique au-dessus de l'Égypte et non les habitants de la Barbarie. Ces peuples n'ont point d'écriture et leur langue
et du mot aujourd'hui mêlé d'un grand nombre de mots arabes auxquels il donne les finales qui leur sont propres. Alors je me permets d'ajouter à cette note que depuis lors, c'est-à-dire depuis le milieu du XIXe siècle où ce livre a été publié, on a bien sûr redécouvert l'ancienne écriture alphabétique berbère, le tifinagh, et les différentes écritures libyques qui sont extrêmement anciennes. Fin de note et de remarque de moi-même. L'usage de 5 de ces 12 écritures, dit l'émir Abdelkader, s'est perdu. Il ne reste personne parmi les hommes qui les connaissent, et ce sont l'himyarique, la grecque, la copte, la berbère et l'andalouse. Les autres sont usités dans leur pays. La note précédente rectifiait les erreurs de ce passage. L'écriture persane, quoique d'un seul genre, a 6 espèces de caractères. Les lettres sont réunies dans les groupes suivants: Abj, Houzi, Klman, Sfarj, Faddar. Certaines lettres arabes manquent dans la langue persane. Ce sont le ta avec 3 points au-dessus, fa, et le ha sans point, le sad, le dad, le ta, le za, le aïn sans point et le kaf avec 2 points. On lit en note, l'émir ne fait pas mention de 4 lettres particulières à l'alphabet persan, tchim, pa, gaf et je. Fin de note. Note suivante, à ces lettres d'origine arabe, il faut ajouter le dal avec un point qui figure à tort dans les groupes de lettres purement persanes. Cependant, il est juste de remarquer que dans les manuscrits persans les plus anciens, le dal est partout écrit avec un point. Fin de note. L'inventeur de l'écriture persane est Kahmourt ou Kuyumart, 3e roi de Perse. Ce fut lui, dit-on, qui le premier parla en persan. Le premier qui écrivit dans cette langue fut El-Dohak, d'autres disent Feridoun. On lit en note. Kahmourt, d'après les traditions persanes, est regardé comme le premier homme. Ce n'est pas le 3e roi de la dynastie des Pishdadiens, comme dit l'émir, c'est le premier. Il avait pour surnom Gersha, ou roi de la montagne, parce qu'il fréquentait peu les hommes et vivait dans les montagnes. Il leur enseigna les arts, les sciences et la justice. Des hommes et des génies cruels sauvages lui résistèrent. Il leur livra une bataille dans laquelle son fils Siamek périt. Pour venger sa mort, il les attaqua de nouveau et les vainquit. Puis il se retira à Balkh, sa capitale, où il mourut après 700 ans de règne et 1000 ans de vie. Dohak, 4e roi de la dynastie des Pishdadiens, était arabe et descendait de Kayumort. Ce fut un prince sanguinaire qui n'employa ses talents de magie qu'à faire du mal. Il avait régné 800 ans lorsque Dieu résolut de le punir. Sur chacune de ses épaules, il avait une excroissance de chair semblable à une tête de serpent. Elles devinrent des ulcères très dangereux. Pendant son sommeil, un vieillard lui dit que, pour se guérir, il devait y appliquer la cervelle d'un homme. En conséquence, Dohak établit sur ses sujets le tribut de 2 hommes par jour, dont le bourreau lui apportait la cervelle. Un jour, on mit à mort les 2 fils d'un forgeron disparant. Celui-ci attacha son tablier au bout d'un bâton et fit appel à la vengeance du peuple. Il finit par se trouver à la tête d'une armée de 100 000 hommes et il détrôna Dohak qui fut mis à mort. Enfin, Feridoun, 5e roi de la dynastie des Pishdadiens, succéda à Dohak. Il gouverna avec justice, il étudia le premier l'astronomie et on lui doit les tables kharesmiennes. Il fonda la médecine et fut le premier roi qui monta un éléphant. D'après l'auteur du Mojmel et Tawarik, ce fut Tahmurat, 2e roi de la dynastie des Pishdadiens, sous lequel on commença à écrire et à lire d'après les enseignements des Dives. Fin de note.